L'identité humaine n'est pas une forteresse imprenable. C'est une construction fragile, soutenue par des fils invisibles de narration personnelle, de validation sociale et de continuité de l'expérience. Et il y a des personnes qui ont découvert, que ce soit par instinct ou par intention, comment couper ces fils un par un jusqu'à ce que ce qui reste ne soit plus une personne, mais une coquille vide, prête à être remplie avec n'importe quel contenu que le manipulateur souhaite. Cela ne nécessite pas de violence physique extrême, ni de technologie sophistiquée. Cela demande simplement une compréhension précise de la façon dont le moi humain est assemblé et la volonté de le démanteler méthodiquement. Les maîtres de cette sombre alchimie comprennent que détruire une identité n'est pas un acte unique de violence, mais un processus systématique d'érosion, où chaque technique s'appuie sur la précédente jusqu'à ce que la victime ne puisse plus se souvenir de qui elle était avant que la destruction ne commence. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que ces techniques ne sont pas des secrets arcaniques gardés dans des manuels interdits. Ce sont des schémas reconnaissables qui se répètent dans des cultes, dans des relations abusives, dans des institutions totalitaires, partout où quelqu'un a découvert que le chemin le plus efficace vers le contrôle absolu est d'abord d'effacer la personne que l'on pourrait contrôler, puis de construire une nouvelle qui ne puisse plus concevoir la résistance. La première étape dans la destruction de l'identité est toujours l'isolement. Pas nécessairement l'isolement physique, bien que cela aide certainement, mais l'isolement de tout miroir alternatif de la réalité. L'identité humaine est fondamentalement sociale. Ton sens de qui tu es se construit et se maintient à travers des milliers d'interactions où les autres te reflètent de retour à toi-même. Ta famille te voit comme un fils ou un frère. Tes amis te connaissent par tes blagues spécifiques, tes intérêts particuliers, ton histoire partagée. Tes collègues te reconnaissent par ta compétence dans certains domaines. Chez H, chacune de ces relations est une ancre qui maintient ton identité stable. Les destructeurs d'identité comprennent cela intuitivement. Ils savent que, avant de pouvoir se reconstruire, ils doivent vous couper de toute personne pouvant vous rappeler qui vous étiez. Cela se fait progressivement, avec une subtilité qui rend difficile pour la victime de reconnaître ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela commence par des critiques douces de vos relations existantes. Votre famille ne vous comprend pas vraiment. Vos amis vous freinent. Vos collègues sont jaloux de vous. Chaque critique est enveloppée dans une préoccupation apparente, présentée comme si le manipulateur était le seul à vraiment voir votre vraie valeur, le seul à se soucier réellement de votre bien-être. Et parce que ces critiques contiennent souvent des éléments de vérité, parce que toutes les relations ont des frictions et des malentendus, les victimes commencent à douter. Peut-être que le manipulateur a raison. Peut-être que ces relations ne sont pas aussi saines que vous le pensiez. Et ainsi, étape par étape, la victime commence à se retirer de son réseau de soutien. Les appels téléphoniques deviennent moins fréquents. Les réunions sociales sont annulées. Les amitiés s'atrophient par négligence. Et à chaque connexion qui disparaît, la victime devient plus dépendante du manipulateur comme sa seule source de validation et de réalité partagée. L'isolement physique, lorsqu'il se produit, n'est que la culmination d'un processus d'isolement psychologique qui a déjà accompli la majeure partie du travail. Au moment où une victime d'une secte déménage dans un complexe isolé, ou qu'une victime de violences domestiques se retrouve coupée de ses amis et de sa famille, l'isolement intérieur est déjà achevé. Ils n'ont plus accès à des versions alternatives de qui ils sont, de ce qui est normal, de ce qu'ils devraient tolérer. Cette isolation crée les conditions pour la deuxième technique, le bombardement d'amour suivi d'un retrait intermittent d'affection. Une fois que le manipulateur s'est établi comme la seule source significative de validation émotionnelle dans la vie de la victime, il peut commencer à utiliser cette position pour créer une dépendance addictive. Le bombardement d'amour est exactement ce que son nom indique. Une inondation d'affection, d'attention, de compliments et de validation si intense qu'elle devient accablante. La victime est traitée comme si elle était la personne la plus spéciale au monde, comme si chaque mot qu'elle prononce était profond, chaque action significative. Cette expérience est enivrante, surtout pour les personnes qui ont pu chercher quelque chose chez le manipulateur, que ce soit une signification spirituelle,
un amour romantique ou simplement un sentiment d'appartenance. Le cerveau humain répond à l'affection et à la validation en libérant de la dopamine et de l'ocytocine, les mêmes substances chimiques associées à la dépendance aux drogues. Le bombardement d'amour crée littéralement une dépendance neurologique à l'approbation du manipulateur. Mais le bombardement d'amour n'est que la moitié de l'équation. Ce qui en fait un outil de destruction de l'identité, c'est son retrait intermittent. Après avoir établi un schéma d'affection intense, le manipulateur commence à le retirer de manière imprévisible. Soudain, sans raison apparente ou pour des raisons triviales et incohérentes, l'affection s'évapore. Le manipulateur devient froid, distant, critique. Et la victime, désormais dépendante de cette validation comme un addict de sa drogue, entre en panique. Elle revoit obsessionnellement chaque interaction récente, essayant d'identifier ce qu'elle a mal fait, ce qui a changé, comment récupérer l'affection perdue. Cette incertitude est psychologiquement dévastatrice. Les êtres humains ont un besoin profond de prévoir et de contrôler leur environnement. Lorsque l'affection de la personne dont vous dépendez devient imprévisible, lorsque le même comportement peut être récompensé un jour et puni le lendemain, votre cerveau entre en hypervigilance constante. Chaque interaction devient un champ de mine potentiel. Vous commencez à éditer chaque mot, à mesurer chaque geste, à chercher désespérément le schéma qui vous maintiendra du bon côté du manipulateur. Voici le piège crucial. Dans cet état d'hypervigilance anxieuse, vous commencez à perdre contact avec vos propres préférences, opinions et limites. Votre énergie mentale est entièrement consommée par le projet de maintenir l'affection du manipulateur. Vous n'avez plus de ressources cognitives pour vous demander ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous croyez réellement, où devraient se trouver vos limites. Votre identité, qui a commencé comme une collection de préférences, de valeurs, d'expériences et de relations, se réduit progressivement à un seul point. Votre relation avec le manipulateur. Tout le reste devient périphérique, jetable, négociable. Et le manipulateur renforce cette réduction en alternant entre punir toute expression d'individualité et récompenser la conformité totale. Chaque fois que vous affirmez une préférence différente de celle du manipulateur, l'affection se retire. Chaque fois que vous supprimez vos propres besoins au profit de ceux du manipulateur, l'affection revient. Ce conditionnement opérant fonctionne exactement comme il le ferait avec n'importe quel animal, façonnant progressivement le comportement jusqu'à ce que la soumission devienne automatique. Mais la destruction de l'identité nécessite plus qu'une dépendance émotionnelle. Elle requiert la démolition active du récit de la victime sur qui elle est. Cela se réalise à travers ce qu'on appelle le gaslighting, un terme dérivé du film de 1944 où un mari manipule sa femme pour qu'elle doute de sa propre perception de la réalité. Le gaslighting, dans les contextes de destruction de l'identité, est systématique et sophistiqué. Il commence par des dénégations d'événements partagés. Quelque chose que les deux ont vécu, le manipulant insiste pour dire que cela n'a jamais eu lieu, ou que cela s'est produit de manière complètement différente. Au début, la victime fait confiance à sa propre mémoire. Mais lorsque ces dénégations se répètent, lorsque le manipulant nie avec une conviction absolue des choses que la victime sait s'être produites, quelque chose commence à changer. La victime commence à douter. La mémoire humaine est moins fiable que ce que nous aimons admettre. Elle est reconstructive, malléable, susceptible à la suggestion. Lorsque quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous avez appris à dépendre, insiste avec certitude que votre souvenir est erroné, votre cerveau commence à se demander si peut-être ils ont raison. Cette érosion de la confiance en sa propre perception est peut-être la technique la plus dévastatrice dans l'arsenal du destructeur d'identité. Une fois que vous ne pouvez plus faire confiance à vos propres souvenirs, à votre propre évaluation des situations, à vos propres jugements, alors vous devenez entièrement dépendant de la réalité que le manipulateur vous fournit. Vous n'avez plus accès à une base stable à partir de laquelle résister ou remettre en question. Chaque fois que vous pensez que quelque chose ne va pas, que quelque chose n'a pas de sens, que vous devriez vous éloigner, cette voix intérieure est immédiatement contestée par le doute. Mais peut-être que ma perception est erronée. Peut-être que cela s'est réellement passé comme il le dit. Peut-être que le problème, c'est moi. Et le manipulateur alimente constamment ce doute, en réinterprétant chaque événement
de manière à ce que la victime soit toujours celle qui est confuse, celle qui mal interprète, celle qui a des problèmes de perception. Avec le temps, la victime intériorise cette narration. Elle commence à se percevoir comme fondamentalement peu fiable, comme quelqu'un dont la perception ne peut être digne de confiance, nécessitant la guidance constante du manipulateur pour naviguer même dans la réalité la plus simple. Les sectes portent ces techniques à leur expression la plus pure et totalisatrice. Des groupes comme le Temple du peuple de Jim Jones ou la famille Manson ne sont pas apparus du jour au lendemain comme des collections de fanatiques suicidaires ou d'assassins. Ils ont été construits méthodiquement par l'application systématique de techniques de destruction de l'identité. Jim Jones a commencé comme un leader charismatique d'un mouvement de justice sociale qui attirait des idéalistes sincères souhaitant faire une différence dans le monde. Mais une fois qu'il avait les personnes dans son orbite, le processus de démantèlement commençait. L'isolement était réalisé littéralement en déplaçant la communauté de Californie vers la jungle de Guyana, mais l'isolement psychologique avait commencé bien avant, avec Jones semant la méfiance envers le monde extérieur, se présentant comme le seul refuge sûr dans un monde hostile. Le bombardement d'amour alternant avec une critique brutale était institutionnalisé lors de séances publiques où Jones louait de manière extravagante certains membres tout en humiliant sauvagement d'autres, maintenant ainsi tout le monde dans une anxiété constante quant à leur position à tout moment donné. Et le gaslighting à Jonestown a atteint des proportions presque surréalistes. Jones convainquait ses followers de réalités qui contredisaient ouvertement leur expérience vécue. Il leur disait qu'ils vivaient dans un paradis pendant qu'ils travaillaient jusqu'à l'épuisement dans des conditions misérables. Il leur disait qu'il les aimait, tout en les soumettant à des punitions humiliantes. Il leur disait qu'ils étaient libres, tout en les maintenant sous surveillance armée. Et parce qu'ils avaient été systématiquement entraînés à douter de leur propre perception, parce que leur identité précédente avait été complètement érodée et remplacée par une identité construite entièrement autour de leur appartenance au temple, la majorité ne pouvait pas reconnaître les contradictions. Lorsque vint le jour où Jones ordonna le suicide collectif, le présentant comme un acte révolutionnaire de résistance, des centaines de personnes burent le poison. Ce n'était pas parce qu'ils étaient stupides ou faibles, mais parce que le processus de destruction de l'identité avait été si complet qu'ils n'avaient plus de moi indépendant capable de dire non. Ils avaient été vidés et remplis de la volonté de Jones, transformés en extension de leur psyché plutôt qu'en personnes autonomes. Charles Manson opérait avec une sophistication différente, mais tout aussi dévastatrice. Sa technique favorite était ce qu'on pourrait appeler la démolition et la reconstruction du récit personnel. Manson recrutait spécifiquement de jeunes personnes déjà en état de confusion identitaire, des personnes qui avaient fui des foyers dysfonctionnels, qui expérimentaient avec des drogues, qui cherchaient un sens dans la contre-culture des années 60. Il s'agissait de personnes dont l'identité était déjà quelque chose de fluide, pas complètement formée ou endommagée par un traumatisme. Et Manson les soumettait à des séances intensives d'interrogatoire où ils désarmaient systématiquement tout récit qu'ils avaient sur eux-mêmes. Je leur disais que tout ce qu'ils croyaient sur qui ils étaient était conditionné par une société corrompue, que leurs noms n'étaient pas vraiment les leurs, mais des étiquettes imposées, que leurs valeurs étaient une programmation qui devait être effacée. Et puis, une fois que j'avais démoli leur sens de l'identité existante, j'en offrais une nouvelle. Je leur donnais de nouveaux noms, de nouveaux rôles au sein de la famille, une nouvelle histoire sur qui ils étaient réellement et quel était leur but. Cette identité reconstruite était entièrement centrée sur Manson et ses objectifs. Ils n'avaient pas d'existence indépendante, en dehors de leur rôle dans son plan apocalyptique. Ce que révèlent ces cas extrêmes, c'est la mécanique sous-jacente qui opère dans des versions moins dramatiques, mais tout aussi nuisibles dans les relations abusives quotidiennes. Le schéma est cohérent. Isoler la victime de miroirs alternatifs de la réalité, créer une dépendance émotionnelle à travers des cycles d'affection et de retrait, miner la confiance de la victime en sa propre perception, et enfin, reconstruire son identité autour de son utilité pour l'abuseur. Dans une relation amoureuse abusive, cela peut se développer sur plusieurs années. Cela commence par de petites critiques qui semblent provenir d'une inquiétude. Tes vêtements ne te mettent pas en valeur. Tes amis
sont une mauvaise influence. Ta famille ne t'apprécie pas. Progressivement, la victime se retrouve à ne porter que des vêtements approuvés par l'abuseur, à ne voir que des personnes tolérées par lui, à prendre des décisions non pas selon ses désirs, mais pour éviter le mécontentement de l'abuseur. Son identité se réduit d'une personne complexe avec de multiples rôles et relations à simplement le partenaire de l'abuseur, défini entièrement par cette relation. Et parce que ce processus est progressif, parce que chaque étape individuelle semble petite et justifiable, la victime ne reconnaît souvent pas ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle soit profondément piégée. C'est comme la métaphore de la grenouille dans l'eau bouillante. Si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle sautera immédiatement. Mais si vous mettez une grenouille dans de l'eau froide et que vous augmentez la température lentement, elle restera jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les victimes de destruction d'identité ne sont pas des grenouilles dans de l'eau bouillante, ignorant le danger évident. Ce sont des grenouilles dans de l'eau qui se réchauffent si lentement que chaque changement incrémental semble tolérable, chaque concession justifiable, jusqu'à ce qu'elles réalisent soudain qu'elles ne peuvent pas se souvenir de qui elles étaient avant que le chauffage ne commence. Et à ce moment-là, tous les outils dont elles auraient besoin pour s'échapper, la confiance en leur propre jugement, les relations de soutien, la croyance en leur droit à l'autonomie, ont été systématiquement érodés. Les environnements institutionnels peuvent également se transformer en machines de destruction de l'identité lorsqu'ils sont conçus ou dirigés par des personnes qui comprennent ces principes. Les camps de prisonniers de guerre qui pratiquaient le lavage de cerveau pendant la guerre de Corée utilisaient des techniques remarquablement similaires à celles des cultes et des abuseurs. L'isolement était forcé et total. Les prisonniers étaient séparés de leurs compagnons d'unité, maintenus en cellules individuelles ou avec seulement un ou deux autres prisonniers soigneusement sélectionnés. La bombe d'amour prenait la forme d'un traitement préférentiel offert à ceux qui coopéraient, de nourriture supplémentaire, de conditions légèrement améliorées, de paroles aimables des gardiens. Le retrait d'affection était brutal, revenant à des conditions terribles, à la torture, à l'isolement total. Et la manipulation mentale était institutionnalisée, les ravisseurs insistant sur des récits de guerre qui contredisaient complètement ce que les prisonniers savaient être vrai, mais qui étaient répétés avec une telle cohérence et soutenus avec une telle certitude que certains prisonniers commençaient à douter de leur propre connaissance. Ce qui est fascinant et terrifiant à propos des cas de lavage de cerveau des prisonniers de guerre, c'est que cela fonctionnait même lorsque les prisonniers savaient consciemment et intellectuellement qu'il s'agissait d'un processus de manipulation. Ils savaient que leurs ravisseurs essayaient de les briser. Mais savoir que l'on est manipulé ne protège pas nécessairement de l'efficacité de la manipulation lorsqu'elle est appliquée systématiquement dans des conditions de stress extrêmes. Le cerveau humain a des limites à la résistance psychologique qu'il peut maintenir sous une pression soutenue. Finalement, même les personnes les plus fortes commencent à céder, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que la résistance constante nécessite des ressources cognitives et émotionnelles qui s'épuisent inévitablement. Et une fois que vous commencez à céder sur de petites choses, une fois que vous commencez à coopérer, même minimalement, la dissonance cognitive commence son travail. Ton cerveau doit concilier le fait que tu coopères avec ton auto-image en tant que personne loyale et résistante. La façon la plus simple de résoudre cette dissonance est de commencer à croire que peut-être ta coopération est justifiée, que peut-être ce qu'on te dit contient une part de vérité, que peut-être ta résistance était basée sur des informations incomplètes. Voici la mécanique interne de la destruction de l'identité dans sa forme la plus pure. Faire en sorte que la victime devienne complice de sa propre démolition. Une fois que vous avez participé à votre propre destruction, une fois que vous avez trahi vos propres valeurs, même de manière minime, reconstruire votre auto-image en tant que personne intègre nécessite d'admettre cette trahison. Et c'est psychologiquement si douloureux qu'il est souvent plus facile de continuer sur la voie d'une coopération croissante en rationalisant chaque nouvelle concession, en redéfinissant progressivement vos valeurs pour qu'elles correspondent à votre comportement plutôt que de changer votre comportement pour qu'il corresponde à vos valeurs. Le destructeur d'identité expérimenté comprend cela et structure la situation de manière à ce que la victime se retrouve à prendre des décisions qui érodent sa propre identité,
de sorte que, lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle a perdu, elle a déjà investi tellement dans sa nouvelle identité construite qu'il semble impossible de revenir en arrière. Mais la destruction de l'identité ne nécessite pas toujours un auteur unique et malveillant. Elle peut être le résultat émergent de systèmes et de structures qui, bien qu'ils ne soient pas explicitement conçus pour détruire les identités, opèrent de manière à avoir cet effet. Les institutions totales telles que les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les camps d'entraînement militaires de base, utilisent toutes des versions de ces techniques dans le cadre de leur fonctionnement normal. Le processus d'entrée en prison ou en institution psychiatrique est un rituel de déshabillage identitaire. Vos vêtements personnels sont retirés et remplacés par un uniforme. Vos possessions personnelles sont confisquées. Votre nom est souvent remplacé par un numéro. Votre emploi du temps est entièrement contrôlé par l'institution. Chacune de ces étapes érode un marqueur d'identité individuelle. Et bien que certains soutiendraient que cela est nécessaire au fonctionnement de telles institutions, l'effet sur la psyché de l'individu est le même que dans des contextes plus clairement abusifs. La personne commence à perdre le sens de qui elle est séparée de son rôle institutionnel. Elle devient un prisonnier, un patient, un recrue, avec son identité précédente devenant de plus en plus distante et moins accessible. Ce qui est le plus insidieux, c'est lorsque les techniques de destruction de l'identité sont normalisées, lorsqu'elles deviennent simplement la façon dont les choses sont faites, lorsque ni les auteurs ni les victimes ne reconnaissent pleinement ce qui se passe. Dans certains environnements de travail toxiques, notamment dans des secteurs à haute pression comme la finance ou le conseil, les nouveaux employés sont soumis à ce qui est en réalité une destruction de l'identité présentée comme un développement professionnel. On attend d'eux qu'ils travaillent des heures qui rendent impossible de maintenir des relations ou des intérêts en dehors du travail, ce qui mène à l'isolement. Ils sont bombardés d'attention et de récompenses lorsqu'ils réussissent, mais soumis à une critique brutale et à une humiliation publique en cas d'échec, créant ainsi une dépendance émotionnelle à l'approbation de l'entreprise. Ils sont constamment remis en question pour savoir s'ils ont ce qu'il faut, s'ils sont suffisamment engagés, si leurs doutes sur le processus sont des signes de faiblesse, minant leur confiance en leur propre jugement. Et progressivement, leur identité se fusionne avec leur rôle professionnel. Ils ne sont plus des personnes ayant un emploi. Ils sont leur travail. Leur valeur en tant qu'êtres humains est entièrement déterminée par leur performance et leur statut au sein de l'entreprise. La technologie moderne a ajouté de nouvelles dimensions aux possibilités de destruction de l'identité. Les réseaux sociaux créent des environnements où l'identité des personnes est constamment construite et jugée publiquement. Le cycle de publication de contenu et d'attente de validation sous forme de likes, commentaires et partages reproduit la dynamique de bombardement d'amour et de retrait intermittent. Chaque publication est une tentative d'obtenir une validation, et l'imprévisibilité de la quantité de validation que vous recevrez crée le même type de dépendance addictive que les abuseurs exploitent. Et les réseaux sociaux facilitent également de nouvelles formes de gaslighting, où les personnes peuvent être soumises à des campagnes coordonnées de harcèlement qui remettent en question leur perception de la réalité, insistant sur le fait que des événements qu'elles ont vécus ne se sont pas produits comme elles s'en souviennent, créant des narrations alternatives si répétées et amplifiées que même la victime commence à douter. L'impact à long terme de la destruction de l'identité est profond et durable. Les personnes qui ont été soumises à ces processus, même après avoir échappé à la situation abusive, luttent souvent pendant des années pour reconstruire un sens cohérent de qui elles sont. Elles ont perdu confiance en leur propre jugement, en leur capacité à percevoir la réalité avec précision, en leur droit d'avoir des limites et des préférences. Elles ont été entraînées si complètement à supprimer leurs propres besoins qu'elles ne peuvent souvent même pas identifier ce qu'elles veulent ou ont besoin. Des questions simples comme quel type de nourriture elles préfèrent ou ce qu'elles feraient lors d'une journée libre peuvent provoquer une paralysie véritable parce qu'elles ont perdu l'accès aux préférences internes qui guident ces décisions pour la majorité des personnes. La récupération nécessite non seulement de s'éloigner de l'environnement abusif, mais aussi un long et difficile processus de réapprentissage de la confiance en soi, de la capacité à distinguer ses propres pensées de celles implantées par le manipulateur et de la reconstruction d'un récit cohérent de leur vie qui inclut, mais ne se limite pas, à la période d'abus.
Et voici la vérité la plus sombre. Les techniques de destruction de l'identité fonctionnent non pas parce qu'elles exploitent des faiblesses ou des défauts chez certaines personnes, mais parce qu'elles exploitent des caractéristiques universelles de la psychologie humaine. Le besoin de connexion sociale, la dépendance à la validation externe pour maintenir l'estime de soi, la malléabilité de la mémoire, le besoin de consonance cognitive, ce ne sont pas des vulnérabilités optionnelles que certaines personnes possèdent et d'autres non. Ce sont des aspects fondamentaux du fonctionnement du cerveau humain. Ce que cela signifie, c'est que personne n'est à l'abri. Dans des circonstances appropriées, une isolation suffisante, une pression psychologique appliquée pendant une durée suffisante, pratiquement n'importe qui peut être démantelé. La résistance n'est pas une question d'avoir un caractère plus fort ou une volonté plus ferme. C'est une question de reconnaître les techniques suffisamment tôt, quand vous avez encore les ressources cognitives et l'accès à des réalités alternatives qui vous permettraient de vous échapper. Une fois que le processus a dépassé un certain point, la résistance devient non seulement difficile, mais presque impossible, car les outils mentaux dont vous auriez besoin pour résister sont précisément ceux qui ont été détruits. La question finale n'est pas de savoir si de telles techniques existent ou si elles fonctionnent. La preuve est accablante qu'elles existent et qu'elles sont dévastatoirement efficaces. La question est de savoir combien de votre propre vie, combien de votre propre identité est en train d'être façonnée par des versions subtiles de ces mêmes processus. Dans quelle relation avez-vous cédé votre jugement parce que remettre en question semblait créer trop de conflits? Dans quel contexte avez-vous supprimé vos préférences parce que les exprimer semblait risqué ou gênant? Combien de ce que vous croyez être est réellement vous versus combien est une construction créée pour satisfaire les attentes des autres, pour maintenir des relations, pour éviter les conflits ou le rejet. Les techniques de destruction d'identité sous leurs formes extrêmes sont évidentes en rétrospective. Mais sous leur forme quotidienne, dans les petites érosions de l'autonomie qui se produisent dans des relations normales, dans des emplois normaux, dans des familles normales, elles sont presque invisibles jusqu'au jour où vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous ne reconnaissez plus la personne que vous voyez dans le miroir. Et à ce moment-là, le chemin du retour vers celui que vous étiez, si vous pouvez jamais revenir complètement, est long et rempli de questions auxquelles il n'y a pas de réponse facile. Qui étiez-vous avant? Qui êtes-vous maintenant? Et dans quelle mesure la différence était-elle votre choix versus le résultat d'un démantèlement lent par des processus que vous n'avez jamais nommés parce que les nommer aurait nécessité d'admettre que vous étiez en train d'être détruit?